Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nermin Mondolo. Je suis fondatrice de l'agence Calem. Je suis également la coordinatrice générale du Festival international littéraire d'Istanbul. Ce soir, avec le soutien de l'Institut français, nous accueillons Madame Maud Ankawa, qui sera interrogée par la comédienne et l'écrivaine Feride Çetin, et je vais laisser la parole à ces deux auteurs. Encore une fois, je voudrais remercier l'Institut français d'Istanbul pour leur soutien. Feride, tu sais que ce livre a également eu une place particulière pour nous deux, mais voilà, je te laisse la parole. Le livre Kilomètre zéro de Maud, je l'avais vu déjà dans les mains de mes amis et de mes collègues, et même du réalisateur d'un film pour lequel je travaillais à l'époque. Et ce sont des personnes qui ne se détachaient pas de ce livre, mais moi, comme j'ai des préjugés contre ce type de livre, j'ai décidé de ne pas le lire. Mais j'ai eu tellement d'amis par la suite qui me l'ont recommandé, et comme Nermin Mollaoğlu m'a également demandé de le lire et m'a demandé ce que j'en penserais, je n'ai pas pu rester indifférente et je l'ai lu. Et ensuite, je l'ai offert à d'autres amis, tout comme à la fin du livre, Maud le demande à ses lecteurs. Parce que quand j'ai lu ce livre, en fait, l'amour que vous avez en vous est multiplié et c'est comme si, avec les personnes qui vous entourent, vous êtes dans un grand cercle et vous voulez partager cet amour. C'est la première chose que je tenais à dire. Parce que ce livre est donc sur Maëlle. C'est une femme d'affaires qui donnait la priorité à son travail, qui a en fait fondé toute sa vie sur son travail, mais lorsqu'elle est informée de la maladie sérieuse de son ami proche, elle doit voyager au Népal et en fait elle découvre l'amour et la vie et c'est en fait un voyage intérieur qu'elle commence. Et j'ai moi aussi dans un passé pas très loin. J'ai aussi eu une amie et des membres de ma famille qui ont aussi eu le cancer et j'ai dû moi aussi effectuer un voyage intérieur similaire. Donc, ce livre a été très spécial pour moi dans ce sens. Évidemment, cela a été un grand plaisir de rencontrer Maud aussi, car je me suis rendu compte que c'est une personne qui vit dans le vrai sens du terme. Je suis désolée, j'ai été un peu longue. Maud, comment as-tu décidé d'écrire ce livre? Parce que je sais que tu remercies plusieurs copines, plusieurs amis qui t'ont orienté dans l'écriture de ce livre. Mais finalement, comment est-ce que tu as décidé de t'adresser véritablement au lecteur? Mais déjà, merci déjà à vous de cette organisation. Merci. Je suis extrêmement touchée et extrêmement émue de pouvoir parler avec mes lecteurs turcs. Avec toi, Feride, je suis très touchée de ce que tu viens de dire aussi. Pour répondre à la question, en fait, cette aventure est partie d'un moment de ma vie où j'avais juste envie de partager avec des amis des choses qui m'aidaient à me transformer. Et souvent, ils me disaient, mais comment fais-tu pour réussir dans les affaires, dans ta vie, à être heureuse, etc. Et j'ai eu envie d'écrire ce livre pour mes amis. Et donc, l'aventure, pour moi, s'arrêtait j'écrivais le livre, j'allais le faire imprimer chez un imprimeur, et puis j'ai réuni mes amis à la maison, une centaine de personnes. Alors, je n'ai pas 100 amis, mais des gens qui comptaient pour moi. Et j'ai décidé de leur offrir mon livre. Et puis, l'aventure, pour moi, s'arrêtait là. Et puis, 15 jours après, ils ont commencé à me dire « Mais ton livre, j'ai vraiment adoré. Je voudrais pouvoir l'offrir à d'autres amis autour de moi. »
Et je leur ai dit, bah, offrez-le, je n'ai que les 100 copies que je vous ai passées, moi-même je n'en ai plus, et puis offrez celles que vous avez, et puis c'est tout. Et ils m'ont dit non, non, on veut vraiment pouvoir l'acheter parce qu'on veut vraiment pouvoir l'offrir. Et puis, ben, de ce moment-là, ils m'ont forcé à imprimer non plus 100, mais 500 copies. Et un ami m'a aidé à faire le site internet, un autre m'a aidé à faire les colis pour envoyer quand il y avait des demandes. Et les 500 sont devenus 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs en France se sont intéressés à ce qui se passait et m'ont dit il faut absolument qu'on vous rencontre. Et l'aventure est partie comme ça. Donc, j'ai une immense gratitude pour ce qui est en train de se passer tout autour de la planète, parce que ce texte que je voulais offrir à des gens qui m'étaient proches, que j'ai écrit complètement à nu, parce que je pensais qu'il n'y aurait qu'eux qui liraient ces livres, mais je me suis mis complètement à nu pour pouvoir être vraiment de cœur à cœur avec eux. Et ce cœur à cœur, ben, les lecteurs l'ont senti, puisqu'ils se sont tous retrouvés, parce que je crois évidemment qu'on n'est qu'un, et ils se sont tous retrouvés, on s'est retrouvés dans notre humanité. Quel que soit le pays, quelles que soient les frontières, et c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir, alors que c'est un cadeau que je voulais offrir aux autres, et comme toujours, on le sait bien, quand on offre aux autres, finalement, on reçoit au centuple, et je ne savais pas du tout qu'il se passerait ça, et je suis extrêmement émue à chaque fois, et extrêmement bouleversée de ce qui se passe. Et quand j'entends ben voilà, cette invitation pour la Turquie, je suis extrêmement bouleversée, effectivement. Peki bu kitabı yazdıktan sonra dünya... À la suite de l'écriture de ce livre, je pense que le monde est également arrivé à un point tournant puisqu'il a fait face à une pandémie. Et maintenant, les gens ont une autre perception de la vie. Comment est-ce que tu as vécu ce processus de pandémie? Est-ce que dans ton aventure à toi, comment est-ce que la pandémie a eu un impact sur toi? La pandémie, c'est une période extrêmement difficile parce que dans ma génération en France, on n'a pas vécu de guerre, on n'a pas vécu de... Et c'est la première fois que dans ma génération, on est privé de liberté. Moi, je suis une grande voyageuse et évidemment, les frontières étaient fermées, donc le terrain de jeu se réduisait pour moi à la France, là où d'habitude, j'aime tourner autour de la planète. Et puis, lié à ça, on ne peut pas être sans peur de ce qui se passe parce que ce n'est pas nos habitudes et on sort d'une zone de confort. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, déjà parce qu'il y a une vraie maladie, parce qu'on est tous confrontés à cette maladie et qu'on peut tous perdre des gens et on peut soi-même perdre la vie, mais on peut tous aussi perdre des gens proches qui pourraient mourir de cette maladie et on le sait, et plus ça va, plus ça crée un climat aussi anxiogène. Donc, accepter ces émotions dans cette période est ultra difficile pour tout le monde, parce que là, c'est une pandémie mondiale. J'ai pris le temps d'accepter mes émotions aussi, mes peurs, la tristesse de voir partir certaines personnes, la colère de ce qui se passe, de voir des gens qui ont aussi peur pour leur entreprise, pour leurs salariés. Finalement, il y a eu énormément d'émotions là où on n'a pas l'habitude d'être bousculé comme ça. Donc, j'ai pris le temps et j'ai essayé de... Ça a été par phase, nous en France, mais je crois que c'est pareil dans beaucoup de pays, des phases de confinement. Donc, le premier confinement a été un choc pour tout le monde. Et puis, on s'est petit à petit retrouvé aussi face à soi. Moi, j'ai pris une longue période de face à face avec moi, d'introspection. Je me suis décentralisée. J'habite Paris, hein, je suis une Parisienne, j'habite Paris en France. Mais là, je suis partie dans le sud de la France pour aussi avoir un moment d'introspection. Écrire aussi un troisième livre, mais d'être aussi face à moi, d'être moins agitée. On le sait bien, quand on a des habitudes, des automatismes, moi je voyageais beaucoup, je voyais beaucoup, beaucoup de monde. Et en même temps, je ne me rendais pas compte que quelque part aussi, ça me prenait énormément d'énergie. Le fait d'être à nouveau dans cette introspection, ça m'a aussi aidé à voir les choses autrement. Donc, on ne ressort pas de la même façon de cette période qui est particulièrement bousculante. Mais je crois qu'il y a des prises de conscience qui sont absolument extraordinaires.
kitabında insanların iki hal Dans ton livre, tu dis qu'il y a un va-et-vient entre deux états, donc l'état adulte et l'état d'enfance. Et l'enfant en nous, lorsqu'il est confronté à beaucoup trop de peur, il faut que l'adulte en nous fasse preuve d'affection et il y a des exercices que tu décris. Et l'enfant en toi, lorsqu'il apparaît, quel type de communication as-tu avec cet enfant ou bien est-ce que tu t'es arrivé de perdre l'enfant en toi pendant tes voyages? Alors, pour pousser même un petit peu, et merci pour cette question, pour pousser un petit peu, c'est qu'on a l'enfant en nous, en fait, on a même trois rôles tout le temps, toute la journée, qui est effectivement l'enfant, l'adulte, mais aussi le parent. Donc, quand mon enfant se met à hurler en moi, alors ça veut dire quoi quand il se met à hurler? C'est quand on se met à avoir peur, il se passe quelque chose, on agit avec émotion. Et ça, c'est l'enfant qui n'a que le rôle d'être très spontané et il se met à hurler, il a peur, il a besoin d'être réconforté. Et souvent, avant de passer au rôle d'adulte, je passe par le rôle de parent. Et qu'est-ce que ferait un parent quand son enfant est en train de pleurer parce qu'il est tombé à vélo, par exemple? Il ne va pas lui expliquer que c'est normal parce que le vélo roule à telle vitesse et que la gravité du vélo a penché à 45 degrés, donc l'enfant est tombé. Non, ça, ce serait l'adulte qui aurait quelque chose de très factuel. Mais l'enfant, ce dont il a besoin, ce n'est pas qu'on lui explique pourquoi il est tombé, c'est simplement qu'on le réconforte, qu'on lui donne un moment de tendresse, qu'on lui explique que ce n'est pas grave, que c'est bien qu'il ait essayé, etc. Alors, pour répondre à ta question, moi, je fais pareil. Quand je sens mon enfant qui hurle, avant de lui expliquer que les choses factuellement et de faire des actions qui vont lui permettre d'avancer, je vais commencer par le consoler. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme je viens de te le dire, je lui parle. Je lui dis, je me dis, écoute Maud, c'est pas grave, voilà ce qui est arrivé, je sens bien que tu as peur et c'est normal d'avoir peur parce que cette situation est particulière. Donc, je prends le temps d'expliquer à mon enfant intérieur que c'est pas grave, que maintenant il peut aller jouer et que moi je vais prendre les choses en main. Et une fois qu'on est là, une fois qu'on met de la conscience sur ce qui est en train de nous arriver à l'intérieur, bien naturellement, la pression descend. Et l'enfant, en nous, part rejouer avec toute sa spontanéité. Et c'est le parent, puis l'adulte, qui prennent les choses en main. Et en faisant cet exercice continuellement, ça nous oblige à nous mettre un tout petit peu en décalage avec ce qui est en train de nous arriver, ce qu'on appelle la position méta, c'est-à-dire j'observe ce qui est en train d'arriver. Et quand j'observe, j'ai plus le nez et les yeux dans le guidon, j'ai plus mon focus qui se réduit uniquement au problème, mais je peux à nouveau élargir qu'il y a 1000 choses qui vont très bien autour, que c'est pas grave que cette petite chose n'a pas. Parce que l'enfant, lui, il focalise toujours sur le problème. Toujours. Mais il ne voit pas qu'il y a 1000 choses autour qui vont très bien. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais un exemple précis, c'est, par exemple, tu vas croiser quelqu'un dans la rue qui va te dire, tu vas croiser quelqu'un dans la rue qui va te dire, oh aujourd'hui c'est dur, il pleut aujourd'hui. Et puis sa perception de cette personne, c'est que vraiment il a l'impression d'avoir un grave problème parce qu'il pleut aujourd'hui. Mais si le focus, on l'élargit un peu, on se rend compte que oui, il pleut, mais tu es en bonne santé, que tes enfants vont bien, que ton travail va bien, sauf que la personne va avoir ce focus uniquement sur prendre des minutes dans sa journée qui sont compliquées parce que simplement son focus est sur le fait qu'il pleuve et qu'il voudrait qu'il fasse beau. C'est tout. Dès qu'on prend de la distance, dès qu'on prend un petit peu de recul, alors on se rend compte que tout est possible et que finalement, il y a 1000 choses qui vont bien. Et notre enfant intérieur a tendance, quand il se met à hurler, à nous rappeler qu'il y a juste un problème. Et on focus toute la journée sur le même problème. Peki, yolculuğunda Maël... Dans son voyage, Maël rencontre son guide Chanty. Et en fait, Chanty, c'est un ami qu'on aimerait tous avoir. C'est un guide, c'est une étoile polaire que nous voudrions tous avoir. Et ton Chanty à toi, ou bien le caractère qui a donné inspiration à Chanty, qui était-ce?
Et puis, une question que j'ajouterais par rapport à Chanty, c'est également une personnalité qui peut-être la totalité, l'addition de toutes les religions, de toutes les philosophies. C'est quelqu'un qui a intériorisé toutes ces philosophies, toutes ces croyances et qui finalement a fait la synthèse de tout ça en guidant Maëlle. Alors, quand tu as préparé les anecdotes de Chanty, de quelles ressources as-tu profité? Alors, de beaucoup de ressources, parce qu'en fait, Chanty, c'est l'addition de 25 ans de développement personnel pour moi, 25 ans de voyage, 25 ans de rencontres avec des peuples très différents, avec des ethnies même différentes, avec des philosophies de vie, avec des religions différentes. Donc, j'ai beaucoup voyagé pour aller m'inspirer de ce que faisaient les uns et les autres. Et j'ai eu envie de partager à travers ce personnage Chanty beaucoup de choses de ce que j'avais appris à travers ces lectures, ces rencontres, ces voyages. Et j'ai condensé finalement ma philosophie de vie, ou ce que j'essaye de faire, ce que je n'arrive pas à faire à chaque seconde, mais ce que j'essaye de faire, en tout cas ce qui m'aide pour grandir vers ce qui a du sens. Donc, ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas un personnage pour moi, mais plutôt 25 ans de rencontres et de voyages. Et de lecture aussi, j'écoute beaucoup de conférences, j'écoute... mais même un enfant, un animal peut nous aider. C'est aussi l'addition des rencontres avec les animaux, des rencontres avec les plantes, pas uniquement avec des individus, parce que finalement, on apprend à chaque seconde avec n'importe qui. Et regardez simplement une fourmilière. Je ne sais pas si vous êtes penché 5 minutes sur une fourmilière. Regardez la ténacité des fourmis les unes. C'est extraordinaire. Et bien moi, j'apprends même de ça. Donc, on peut apprendre de chacun, quel que soit le statut des personnes, quel que soit l'âge des personnes, âgées ou très jeunes. On apprend de tout. Et c'est ça que j'avais envie de partager dans ce livre-là. Justement, j'ai été très marquée par ce livre parce que ton livre a en fait une atmosphère qui fait appel à ces 5 sens. L'odorat, par exemple, est présent dès la première page, par exemple, à l'hôpital, dans cette scène de chimiothérapie à l'hôpital. Et puis, dans tous les villages où elle se rend, les montagnes, Maëlle est toujours suivie. Et puis, le son des oiseaux, le toucher aussi est présent. Est-ce que lorsque tu as conçu cette histoire, est-ce que tu as... comment est-ce que tu t'es senti dans ces ambiances? Comment est-ce que tu as mis en place tout ça? Parce que ce n'est pas seulement un roman de développement personnel, ça va au-delà. Et lorsque tu as pensé à toute cette mise en scène, le lecteur y est complètement. Avec tous les détails qu'il y a, on se sent vraiment dans la scène en question. Est-ce que tu as profité de ce que tu as autour de toi dans Paris? Ou bien est-ce que tu as regardé les photos de tes voyages? Comment est-ce que tu as pu mettre en place tout ça? C'est un peu technique comme question, je sais. Non, c'est bien, merci. Non, c'est parfait, c'est parfait. Alors, je vais devoir faire un aveu pour répondre à cette question. Je vais devoir livrer un secret pour répondre à cette question et je vais le livrer et j'assume les conséquences. Je suis une très mauvaise romancière parce que je ne sais pas inventer les histoires. Les romanciers savent inventer les histoires. Et moi, 95% du livre est vrai. J'ai vécu ce voyage réellement. Je suis allée 2 fois au Népal et j'ai vécu ce voyage dans les Annapurna. Donc, toutes les scènes, les endroits sont vrais. Et donc, j'ai pu les décrire. J'ai fait beaucoup de photos. À chaque fois dans mes voyages, je fais des photos. Et j'ai pu le vivre et j'ai pu le ressentir pour de vrai. Donc, tout le parcours de Maëlle, je l'ai fait. Et d'ailleurs, quand j'ai des lecteurs qui partent au Népal, et que je leur dis d'aller, qu'ils me demandent conseil, je leur dis qu'ils peuvent tout à fait les rencontrer, les personnages, à part les personnages principaux qui sont évidemment 25 ans de Chanty, c'est 25 ans de développement personnel, on ne peut pas les rencontrer Chanty, puisque c'est les enseignements que j'ai. Mais par exemple, quand Maëlle arrive à Bodanat, chez Maya existe vraiment, son hôtel existe vraiment,
Et donc, toutes ces odeurs, tous ces ressentis, Yemekler je ne les ai çok pas Et güzel. inventés, je les ai vécus. la cuisine. La cuisine, je l'ai goûtée. Tous les plats, je les ai goûtés, je les ai ressentis, je les ai touchés, tout ce que je décris dans le livre, je l'ai vraiment vécu. Et c'est vrai pour celui-ci, comme c'est vrai pour le second. J'ai écrit que 2 livres, hein, donc je ne suis pas non plus, j'ai pas écrit beaucoup de livres. Mais ces 2 livres-là, et je ne sais pas faire autrement. Je suis obligée de le vivre pleinement pour pouvoir le décrire. C'est pour ça que je suis une mauvaise romancière, parce que beaucoup de romanciers savent inventer des choses, moi pas. Je suis obligée de les vivre. Donc mes 2 romans sont à 95% vrais. Alors après, il y a un peu de romance, c'est sûr, mais la réalité, c'est que je le vis et je connais très bien ce pays. Je connais très bien, le second se passe en Thaïlande. Je connais très bien la Thaïlande et je peux en parler en connaissance de cause parce que je le vis. Mais ça, il ne faut pas le répéter, hein, c'est vraiment un secret. Kitapta bir hikayesi vardı. Dans le livre, il y avait une histoire de chance ou malchance, par rapport à qui et par rapport à quoi. Donc, on ne peut pas vraiment dire si on est bon romancier ou pas. Je pense pas qu'il y ait de critères par rapport à ça. Finalement, si on peut marquer les lecteurs d'une certaine façon et si on peut aider le développement des lecteurs, je pense qu'on peut te considérer comme un bon romancier. En tout cas, merci. Biraz ego ile ilgili konuşmak istiyorum. Je voudrais un petit peu parler du concept d'ego. Parce que surtout chez les personnes urbaines, contemporaines, tu dis qu'on est mené par notre ego et tu as décrit des méthodes pour faire taire son ego. Évidemment, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il faut un travail progressif. Tu parles de l'importance de la méditation, de faire un avec la nature et je crois qu'il faut que la méditation devienne une routine dans notre vie, n'est-ce pas? Est-ce que, concernant la vie amoureuse, pour les Occidentaux, en tout cas, la vie amoureuse a toujours une place importante. Quel est l'impact de l'ego et est-ce qu'on peut vraiment faire taire ou tuer l'ego et est-ce que c'est nécessaire? Alors non, déjà, c'est impossible de tuer l'ego. C'est impossible. Et pourquoi? Parce que puisqu'on est des entités, ou on se croit des entités séparées les uns des autres, naturellement, on ne peut pas faire taire l'ego. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est observer la façon dont il nous dicte de façon automatique la vie. Et bien souvent, il réagit au-delà de nous. C'est très souvent qu'on peut se dire « Ah, mais quel imbécile, j'aurais dû réagir comme ça et je me suis emportée ou j'ai eu peur pour rien ou j'étais agacée contre un tel. » Pourquoi? Parce que notre système de défense, notre ego, c'est notre système de défense, nous fait croire par des lunettes qu'il met devant nos yeux que la situation est telle qu'elle est. Or, c'est simplement une vision de notre ego. Et on voit bien que quand on enlève nos lunettes, on se dit « Mais c'est bizarre, la situation me semblait tellement différente il y a quelques minutes. » Hein, des fois, quand on passe la nuit dessus, on se dit « Je vais dormir et je verrai mieux demain, je verrai plus clair. » Pourquoi? Parce que notre ego s'est calmé et le lendemain, on se réveille avec une vision complètement différente de la réalité de la situation. Donc, faire taire notre ego, ce n'est pas possible. Par contre, prendre le temps de mettre un peu de distance, c'est ce qu'on disait pour l'enfant intérieur tout à l'heure, c'est se regarder avec une autre caméra, un autre angle, eh bien, on se rend compte que finalement, on est en automatique et notre ego nous fait agir en automatique. Et dès qu'on prend un peu de distance, on peut observer la façon dont on réagit toujours de la même façon. Et pourquoi la méditation a vraiment je trouve, un intérêt extraordinaire, c'est que quand on médite, on calme un petit peu cette agitation mentale. Parce que quand on est mal, qu'est-ce qui se passe? On se met à ruminer les mêmes pensées en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et quand on est en boucle sur ces pensées, on ne voit plus clair, on ne voit plus que cette boucle. Çok güzel bir tabirin var. D'ailleurs, tu appelles ça chorale de protestation des manifestants. Et tu dis, il faut faire taire les manifestants dans notre esprit. Quelque chose comme ça. Exactement. Ouais, exactement. Il faut savoir qu'on a 60 000 pensées par jour qui tournent dans notre tête et 80% de ces pensées sont les mêmes que la veille.
sauf quand il arrive quelque chose de grave ou quelque chose de très joyeux. Ça veut dire que si vous arrive rien de particulier la veille et le lendemain, on pense toujours à la même chose, au même problème, et 60 000 pensées qui tournent, dont 80% sont les mêmes que la veille. Et on peut se poser la question, tiens, à quoi je pensais hier si j'ai pas eu de clash particulier ou de problème particulier ou de joie particulière avec une extrêmement bonne... Mais je pensais à la même chose qu'hier. J'étais focus sur les mêmes problèmes qu'hier. Je me faisais du souci pour les mêmes problèmes qu'hier. Et donc, calmer les choses, c'est quoi? C'est simplement faire redescendre ces pensées et les observer un peu plus. Parce que là, à ce moment-là, on pourrait se dire, oui, mais enfin, méditer, prendre du temps pour méditer, moi, je n'ai pas le temps de méditer. Et en même temps, on a le temps de penser aux mêmes choses de façon récurrente. Il suffirait simplement de calmer un peu pour qu'on retrouve beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, simplement en se prenant un quart d'heure à se poser et se dire, OK, je fais une pause, je fais un stop et je vois ce qui se passe. Donc, faire taire l'ego, ce n'est pas possible. Mais l'observer, réagir en boucle et en automatique, là, ça devient possible. Et ça devient extraordinaire parce qu'on récupère une énergie énorme pour aller plutôt vers ce qui a du sens pour nous, vers ce qui est aligné avec nous, c'est-à-dire en phase avec notre cœur profond. Peki, D'accord. Chanty parle de la pensée positive pour être heureux, parce que finalement, nous sommes la somme de nos pensées. Et dans ce monde, il n'y a pas seulement des pensées dans notre tête, nous sommes aussi confrontés à énormément de pensées autour de nous. Et c'est très difficile d'avoir des pensées positives pour être heureux. Qu'est-ce que tu recommanderais par rapport à ça? Je pose cette question parce que, en fait, je voudrais m'arrêter parce que je suis un peu comme Maëlle, qui est un peu têtue et qui demande et qui est un peu sceptique quand elle pose des questions à Chanty. Et Chanty insiste pour lui montrer la voie à suivre petit à petit. Mais ce soir, tu es mon Chanty. Merci. Eh bien, quand arrive quelque chose, donc la question c'est comment faire pour arrêter les pensées, c'est ça? Comment faire pour arrêter ta question c'est comment faire pour les arrêter? evet. Yani bu kadar Oui. Ou c'est les Comment pensées est-ce négatives? qu'on peut être positif alors qu'il se passe tellement Ah de ouais. choses autour de nous? Ok, merci. Alors, en fait, l'état de positivité, c'est ce que j'ai moi à l'intérieur, peu importe les événements extérieurs. C'est-à-dire que quelqu'un à l'extérieur pourrait nous faire culpabiliser, par exemple. Si on prend l'exemple de la culpabilité. Ah bah oui, mais je culpabilise parce qu'un tel m'a dit quelque chose qui me faisait culpabiliser. N'importe qui peut te faire culpabiliser. Tu n'es pas obligé de culpabiliser. Ça lui appartient de vouloir te faire culpabiliser. Mais toi, tu pourrais dire, je ne culpabilise pas. Ah ben oui, mais c'est culpabilisant. Non, pas forcément. Si toi, tu ne culpabilises pas, immédiatement, le stratagème de la personne d'en face va s'éteindre. Pourquoi les attaques, par exemple, de culpabilité sont toujours vers les mêmes personnes? Ben, simplement parce que cette personne, on sait qu'en le culpabilisant, on va obtenir ce qu'on veut de cette personne. Donc, l'état intérieur, le bien-être intérieur ne peut pas dépendre de l'extérieur. Bien sûr que je parle de ça pour 99% des cas. Parce qu'il y a 1% des cas où il arrive des choses très graves et on ne peut pas ne pas être déstabilisé par ces choses graves. Mais en réalité, on se laisse très vite déstabiliser par l'extérieur, par un événement extérieur, simplement parce qu'on n'est pas ancré en soi, on n'est pas stable avec soi. Et c'est en laissant le pouvoir aux autres, en laissant la télécommande de notre vie aux autres, que les autres utilisent leurs stratagèmes pour nous faire culpabiliser, pour se mettre en colère, pour nous mettre en colère. Mais si, devant une scène, prends l'exemple d'un repas avec, bon alors là c'est un peu plus compliqué avec le Covid aujourd'hui, mais si tu te remémores un moment, un dîner avec des amis et vous êtes 10 à table.
Et il arrive que personne ne se connaît et, bon, c'est des amis, bon, admettons que ce soit une situation où personne ne se connaît. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin de ce dîner, même entre amis, personne ne va avoir vécu le dîner de la même façon. Il y en a certains qui vont dire « Oh, je me suis ennuyée », d'autres qui vont dire « C'était extraordinaire », d'autres qui vont dire « Ah bah lui, il parle trop fort » ou « Elle a rien dit », etc., etc. Et finalement, personne ne va vivre les choses de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec notre système à nous, notre système de défense, notre vie, notre vécu, et on juge les uns les autres en fonction de ce qu'on connaît. Mais si on demandait aux 15 personnes comment ils ont vécu cette soirée, et pourtant c'est exactement la même soirée, personne ne le vit de la même façon. Ce que je veux te dire, c'est que en réalité, le vrai sujet, c'est que ça dépend vraiment de nous intérieurement. Si je suis bien, parce que ça y est, je viens de tomber complètement amoureuse, par exemple, j'arrive à ce dîner, je suis complètement amoureuse, et ben j'aime tout le monde. Si à l'inverse, je sors d'une situation extrêmement difficile, je divorce, etc., et je suis dans une période de ma vie où rien ne va, ben j'arrive à ce dîner et j'aime personne. Tout le monde m'énerve. Donc, en réalité, ça ne dépend que de l'état d'esprit dans lequel tu es avec toi. Et le dîner n'est pas le même. Yani tıpkı Mayal'in Tout comme, en fait, Maëlle rencontre Mathieu et qu'elle pense qu'il ressemble à son ex italien et elle en a peur. Exactement. Et puis, Peki geçmişimizi bir kenara bırakmak mais si on mettait de côté notre passé, ou alors est-ce que tu dis qu'il faut mettre de côté son passé pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer? Mais en fait, dans ma vie, toutes les étapes pour rencontrer certaines choses, pour apprendre certaines choses, j'ai dû vivre tout ça lorsque je voyageais, parce que c'est quand on voyage qu'on a les sens les plus ouverts. Et pour les personnes qui n'ont pas le moyen de voyager, qu'est-ce que tu recommandes pour justement se développer? Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de voyager pour grandir. Moi, ça m'aide parce qu'effectivement, c'est tellement nouveau quand je vais dans un peuple que je ne connais pas, quand je vais dans une culture très différente, ça m'aide à voir qu'il y a d'autres choses qui existent et pas uniquement ce qu'on m'a appris. Mais il n'y a pas besoin de voyager pour grandir, et heureusement, parce qu'il y a plein de gens qui sont même très sages, qui ne voyagent pas. Donc, le grand sujet, c'est le voyage intérieur, finalement. C'est de grandir soi avec soi. Et quand je voyage, finalement, c'est un apprentissage de soi avec soi. Parce que on peut rester tout à fait à un endroit, et puis même des fois voyager, c'est voyager dans son quartier. C'est plutôt que de prendre le même chemin pour aller au travail, on peut simplement se dire, tiens, bah, aujourd'hui, je vais peut-être prendre 10 minutes de plus, mais je vais passer par un autre chemin. Et puis, je vais observer ce qui se passe. Et d'un coup, mon monde a changé. Parce que quand on connaît tout, exactement la bonne route, avec les mêmes arbres, avec les mêmes choses, les mêmes voitures, etc., qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne regarde plus. Et on rumine dans les pensées. Mais si vous prenez demain, si toi, tu te dis, bah, tiens, je vais au travail et je vais prendre un autre chemin que je ne connais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être obligé d'être attentive à ce qui se passe. Tu vas être obligé de regarder un peu ce qui se passe parce que tu ne connais pas le chemin. Donc, ton mode de défense se met en observation et en sécurité, et observe parce que tu ne peux pas traverser la route de la même façon, tu ne la connais pas, tu ne sais pas comment réagissent les voitures, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de changer sans cesse nos habitudes, simplement pour se rendre compte qu'on a des automatismes qui nous font agir de la même façon tout le temps. Et il y a une phrase d'Einstein, je crois, qui dit vous ne pouvez pas obtenir des résultats différents si vous faites toujours les mêmes choses. Pour avoir des résultats différents, il faut savoir changer d'attitude. Et c'est réellement ça. C'est-à-dire qu'on se dit tout le temps, ah ben moi, il m'arrive rien de bon. Il y a des gens comme ça qui viennent de dire, mais moi, il m'arrive jamais de bon, j'ai pas de chance, etc., etc. Mais c'est simplement parce qu'ils font toujours la même chose et ils obtiennent toujours les mêmes résultats. S'ils veulent avoir de la chance, il faut qu'ils changent leur état d'esprit. On parlait de positivité tout à l'heure. Si on est sans cesse en train de se dire j'ai pas de chance, j'arrive à rien, eh bien naturellement, j'attire ça. Si à l'inverse, je dis ok, jusque-là, j'avais pas de chance, mais maintenant, j'ai décidé d'avoir de la chance et d'ouvrir les choses et de faire confiance. Et bien naturellement, à force d'être positif, on attire du positif. Et ça, je ne demande absolument à personne de le croire. Mais par contre, je propose à chacun d'essayer.
Parce que quand on essaye, c'est là qu'on a des nouveaux résultats. Evet, Et c'est ben vraiment denedim. magique. Mesela bundan bir yıl kadar Oui, önce il y a un an, j'ai essayé. kitap yazdım ve D'ailleurs, j'ai même voulu bir devenir zamanda maman. J'ai même écrit un livre là-dessus sur la maternité. Et voilà que maintenant, je suis maman. Et donc, j'y crois. Et même les recommandations de Chanty qui dit il faut d'abord que tu y crois et que tu fasses les exercices dans ta tête là-dessus et que ensuite tu vas voir que ta vie change petit à petit. anlattıkların biraz Tout ce que tu racontes, Maud, beyninin ya da hormonların etkisinin ruhumuzu da çok etkilediğini gösteriyor, değil mi? nous montre combien notre esprit détermine notre corps. Parce que finalement, pas mal de choses, c'est physique. Si on pouvait contrôler notre cerveau, on pourrait également contrôler notre vie interne et puis notre environnement. Complètement. En fait, notre corps n'est qu'une une image, un allié de ce qu'on est en train de vivre, dont on n'est pas conscient. À partir du moment où on récupère ses émotions et qu'on écoute ses émotions, eh bien naturellement, le corps réagit et se sent entendu. À l'inverse, quand on est dans nos pensées en automatique, eh bien le corps, lui, essaye de nous parler à sa façon, parce qu'il y a une vraie compréhension et une vraie intelligence du corps et également des émotions pour comprendre des situations. Or, nous, dans le monde occidental, on a tendance à tout focaliser sur notre mental. Tu es intelligente si tu réfléchis, si tu penses. Mais on ne sait pas se servir de nos émotions, pour beaucoup, et de notre corps pour comprendre qu'il y a une vraie intelligence par là. Et moi, ça a été tout un chemin d'apprentissage et je suis toujours en train d'apprendre puisque j'ai passé la plus grande partie de ma vie à ne comprendre que ça se passait que là-haut. Mais la compréhension est vraiment très différente dès qu'on se connecte à nos émotions, à nos intuitions et à notre corps qui sait exactement pour nous, bien avant notre mental, ce qui est juste à faire, à ressentir et à aller. Pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas leurs rêves? Parce qu'ils ne s'écoutent pas. C'est très simple, tout le monde a des intuitions dans la vie et tout le monde sait au fond lui ce qu'il voudrait faire, mais on ne s'écoute pas forcément parce que il faut dépasser des peurs, parce que on nous a appris autrement. Finalement, on rejette tout sur l'extérieur, mais dès qu'on commence à s'écouter, dès qu'on commence à réellement sentir ce qui est juste pour nous et à le réaliser, alors là, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça demande pas beaucoup de travail, mais là, on commence à être en phase avec soi et à être heureux. Kitapta en sevdiğim kısımlardan birisi 219. Oui, c'est la page 219 dans ton livre. Tu dis il n'y a pas besoin de rechercher l'amour vrai. Il est toujours avec toi et c'est la seule façon d'exister. Sans l'amour, rien ne peut exister. Bon, j'ai pas le livre, donc voilà. Comment est-ce que Maëlle, quand Maëlle pose la question par rapport à ça, on lui dit qu'il faut d'abord ressentir, essayer de ressentir. Je ne veux pas beaucoup parler du livre, puisqu'il y a des personnes parmi nous probablement qui veulent encore lire le livre, mais il y a ces exercices pour moi, sont utiles pour nous tous dans notre vie quotidienne et ce sont des exercices que nous reportons. Alors que si on les faisait de façon régulière, on se rendrait compte de l'état positif des choses. Est-ce que cet état d'oubli de l'amour, c'est quelque chose qui arrive à notre planète de temps en temps? Parce que dans ce siècle que nous traversons, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a 7-8 siècles, cela a été vécu. Il y a eu des pandémies différentes. Ensuite, il y a eu des périodes difficiles, mais ensuite, il y a eu des périodes comme la Renaissance, ou l'époque des Lumières, par exemple. Toi, quand on parle de ce report de l'amour, est-ce que tu penses que cela va mener à l'obscurité? Et que penses-tu pour l'avenir du monde? Quelle est la période à venir?
C'était un peu confus peut-être. Non, non, c'est très clair, c'est très clair. Je crois qu'effectivement, on a deux types de réactions et deux types uniquement. Soit on est dans ce que j'appelle l'amour, c'est-à-dire l'ouverture de cœur, déconnecté de notre ego et en lien avec les autres. Soit on est dans la peur. Et la peur, c'est pas l'émotion de la peur, c'est l'état de peur, c'est-à-dire déconnecté, et ça nous amène à des réactions du type jalousie, la critique, le jugement, etc. Et on est dans l'une ou l'autre de ces situations, mais on ne peut pas être dans les deux au même moment. Mais par contre, dans la journée, on peut alterner 1000 fois, 2000 fois, 5000 fois dans ces réactions. Quand je suis dans l'amour et que j'ouvre mon cœur et que j'essaye de garder le lien et non pas d'avoir raison, hein, l'état de peur, c'est quand l'ego domine. L'état d'amour, c'est quand l'ego, on arrive à le taire et on reste en lien avec les autres. Parce que ce qui est plus important, c'est ce lien plutôt que de chercher à avoir raison. Alors, c'est très simple de voir dans quel état on est. Déjà, on ne se sent pas bien quand on est dans l'état de l'ego. On a l'impression d'avoir un peu d'énergie, mais très vite, c'est une énergie fake, une énergie qui n'est pas vraie. Et quand on est dans l'état d'amour, on a une expansion du cœur, une expansion de la vie qui nous permet d'être vraiment dans la joie profonde. Donc, c'est très simple de voir qu'on est dans l'ego, dans cet état de peur. C'est que soit il critique notre ego, je parle de l'autre en critiquant, je le juge, ou je le condamne, ou j'essaye d'avoir raison. Il y a 1000 façons de voir que l'ego a tout ce stratagème où je passe en victime, ou ceci ou cela. Il a 1000 stratagèmes pour nous expliquer que nous avons raison et que l'autre a tort. À l'inverse, dans l'état d'amour, dès qu'on s'ouvre et on peut switcher en une seconde d'un état à l'autre, dès que je me mets dans l'état d'amour et que j'essaye plus d'avoir raison, je propose quelque chose, par exemple, mais l'autre n'est pas d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Si j'écoute simplement le point de vue de l'autre, je ne sais pas s'il a raison ou il a tort. On peut avoir des points de vue très différents les uns les autres, et pour autant, tout le monde pourrait avoir raison ou tout le monde pourrait avoir tort. Mais notre ego, lui, il veut toujours avoir raison. Alors, pour répondre à ta question sur où est-ce qu'on va, à mon avis, sur cette planète, bien, j'allais dire, on ira là où le degré d'ego prend le dessus ou là où le degré d'amour prend le dessus. Mais je crois que c'est une cause absolument individuelle. Si chacun fait l'effort d'aller de plus en plus chaque jour, chaque seconde vers l'état d'amour, si je suis en état d'amour avec toi, au sens d'ouvrir mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Ton ego, il pourra arriver, ça ne matchera pas puisque moi, je serai dans cet état d'accueil même de ton ego. Et naturellement, tu vas ouvrir ton cœur parce que tu ne te sens plus en attaque ou en défense. Pourquoi l'ego réagit comme ça? Uniquement parce qu'il se sent en attaque ou en défense. Mais dès qu'il n'est plus en attaque ou en défense, il se tait. Il se sent aimé et donc là, ton cœur peut s'ouvrir. Donc je crois que c'est notre responsabilité à chacun d'essayer de switcher d'une porte à l'autre, de sentir qu'on n'est pas dans la bonne porte et de revenir à l'état d'amour qu'on peut faire dans la seconde, immédiatement, dès qu'on se sent attaqué. Je pourrais me dire, il a peut-être peur de quelque chose puisqu'il est en train de m'attaquer, c'est donc qu'il est dans son ego, il a donc peur de quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le rassurer et le mettre dans cet état d'amour parce que moi, je m'y sens bien là maintenant. Et cette Shanti mesela bunu söyleyen senin egon. Shanti, par exemple, dit, ça c'est ton ego, je refuse de te parler et s'éloigne de la scène. Je pense que c'est une très bonne solution. Parce que, effectivement, si on se distancie, si on prend du recul, quelques heures plus tard ou le lendemain, l'angoisse, la peur n'est plus là. Je voudrais poser la dernière question. Non, j'ai encore une question. Si ce livre devait être adapté au cinéma, qui voudrais-tu que joue Maëlle, Mathieu, Chantier? Est-ce que tu as un réalisateur en tête? Alors non, je n'ai pas de réalisateur en tête, mais j'ai des acteurs en tête en France parce que je sais que suivant les pays, ça peut être adapté avec évidemment plein d'acteurs différents. J'avais une actrice en France que que je ne connais pas personnellement, mais que je voyais bien pouvoir prendre le rôle de Maëlle, qui s'appelle Mélanie Laurent. J'aurais adoré que
cette femme Aa, qui prenne le rôle biliyorum. Evet. Oui, je la connais, je de la connais. Maëlle. Mais suivant les pays, en fait, voilà, tu vois qui c'est. J'aurais adoré voilà, qu'elle puisse prendre ce rôle. Et pour l'acteur principal qui serait Matteo, j'ai pensé à différentes personnes, mais pour l'instant, j'adorerais d'ailleurs que ce film puisse se réaliser. Beaucoup de gens me disent, mais quand est-ce qu'il passe au cinéma? Eh bien, j'attends des propositions justes pour ce film et j'adorerais évidemment. Et puis, suivant les pays, je pense que, voilà, je ne sais pas si ça date, je ne connais pas bien le monde du cinéma personnellement, mais il y a 1000 adaptations possibles. Ouais. Il y a 1000 adaptations possibles. Umarım en kısa sürede izleriz. Teşekkür ederim. J'espère très bientôt, on aura l'occasion de regarder le film. Merci beaucoup, Maud, mais je ne veux pas aller au-delà du temps. Juste une dernière question, parce que je suis très curieuse. Tu as des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Tu es l'une des écrivaines les plus traduites en langue française et je suis sûre que tu participes surtout en cette période de pandémie à différents salons. Est-ce qu'il y a des questions qui sont différentes en fonction du pays dans lequel tu es, par exemple? Est-ce que tu reçois des questions très différentes, que ce soit de la Turquie ou de l'Italie, ou bien ce sont les mêmes questions? Des lecteurs, c'est ça la question? Evet, evet. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je suis assez surprise parce que ce sont souvent des interrogations similaires. Bien sûr qu'il y a un engouement très différent d'un pays à l'autre, avec des cultures différentes, mais quand les lecteurs m'écrivent, et il y a beaucoup de lecteurs en Turquie qui m'écrivent, je suis très touchée, ce sont souvent la connexion qu'il peut y avoir finalement entre l'écrivain et les lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un cœur à cœur. Il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus d'hommes ou de femmes, il n'y a plus que des cœurs à cœur qui expriment des émotions sur ce qu'ils ont pu ressentir. Et si ce sont les journalistes, si la question se tourne autour des journalistes, j'allais dire, il n'y a pas tellement enfin, il y a des questions toujours très différentes en fonction du journaliste, mais c'est pas en fonction du pays. Il y a des gens qui vont rentrer beaucoup plus dans la spiritualité, d'autres beaucoup plus vers dans le domaine scientifique et la physique quantique que je peux expliquer dans ce livre. Ça va dépendre des personnalités des gens, mais pas des pays, parce que finalement, on rentre tout de suite à un niveau de par exemple, si je prends cette interview avec Fédéridé, merci pour ces questions parce qu'elles sont extrêmement authentiques, extrêmement justes. Déjà, tu parles de ce qui a pu t'arriver avec tout ce que tu traverses, avec les questions que peut avoir Maëlle, mais Maëlle, c'est aussi moi. C'est toute l'humanité finalement. Et le plus on est authentique, le plus on est dans ce cœur à cœur. Parce que ce qu'on peut se dire là dans cette conversation, je suis sûre que les personnes qui ont écouté pourraient dire, mais c'est exactement ce que j'aurais pu aussi avoir besoin d'entendre parce que j'aurais pu poser des questions similaires si je m'étais déshabillée, c'est-à-dire j'avais osé être authentique comme ça. Donc, d'un pays à l'autre, finalement, malgré des cultures très, très différentes, dès qu'on est de cœur à cœur, eh bien, il n'y a plus qu'une vibration qui est au bon endroit avec l'envie d'être dans notre état d'amour et non plus d'ego. Il n'y a plus de question d'ego, il n'y a plus de question de ça va me rapporter quelque chose ou je vais briller avec, mais plutôt je vais ouvrir mon cœur et on ressent cette énergie. En tout cas, moi, je peux le dire pour moi, je ressens cette énergie de cette interview parce que Féridé a été vraiment dans cette ouverture de cœur avec toute son authenticité et naturellement, ça élève un débat dans une vibration qui n'a rien à voir avec une interview qui aurait pu être beaucoup plus fermée. Voilà, donc merci pour ça, vraiment. Et merci vraiment à tous d'avoir organisé ça avec tellement de générosité. Evet, Fransa'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Tekrar İstanbul'a. Merci. Alors, nous remercions l'Institut d'études françaises. Merci. Salutations à la France et on t'attend à Istanbul.